Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Contrepoint, le premier de cette nouvelle année 2023. J'en profite donc pour vous souhaiter une excellente année en espérant qu'elle soit meilleure que la précédente, en tout cas sur le plan de l'actualité française et internationale. Mais bon, comme ce ne sont pas des choses qu'on contrôle, le mieux que nous puissions faire, c'est comprendre un petit peu le monde qui nous entoure. Et c'est précisément dans ce but que Contrepoint va interroger des experts sur différents sujets qui apportent une perspective intéressante sur le monde. Aujourd'hui, je reçois Nathalie Janson. Nathalie Janson est économiste, elle est professeure associée en économie au sein du département finance à Neoma Business School. Elle y enseigne essentiellement des matières autour de l'économie monétaire sur les campus de Paris et Rouen. Un autre pôle d'expertise étant pour elle la régulation financière et bancaire. J'ai voulu parler avec elle de la crise financière, la grande crise financière de 2007-2008. C'est un sujet à la fois très complexe, passionnant et qu'on pourrait aborder sous bien des perspectives. On peut y voir un œil plus politique, plus social, plus géopolitique éventuellement. Et pour ce qui est de la perspective économique, on a déjà dit beaucoup de choses sur la crise de l'immobilier, etc. Autrement dit, on a souvent décrit le déroulement de la crise à partir de son déclenchement, mais on a assez peu entendu les analyses sur les raisons profondes de cette crise, et notamment celles qui remontaient à plusieurs décennies et qui concernaient la régulation bancaire ou la dérégulation bancaire. Comme souvent, vous verrez qu'on ne manque pas d'exemples de législation parfaitement bien intentionnées, mais qui n'ont pas manqué d'exploser la figure du régulateur et du public de manière spectaculaire. Enfin, ce sera l'occasion pour nous de voir s'il peut y avoir des ressemblances entre la situation qui précédait les années 2007-2008 et la situation que nous vivons actuellement, où on a un peu l'impression d'être au bord d'une crise financière, mais pas tout à fait dedans, enfin on ne sait pas trop. Donc j'ai voulu savoir ce qu'elle en pensait de son côté. Un petit avertissement toutefois, l'épisode est probablement un peu plus technique que les épisodes habituels. Alors pour des économistes ou des habitués de la finance, il paraîtra pas spécialement technique. Mais pour des gens qui ne connaîtraient pas du tout ce sujet, ce n'est probablement pas l'introduction la plus simple à la crise de 2008 ou à la finance en général et bancaire en partie. Si ces sujets vous intéressent, évidemment, je vous renvoie à la lecture des nombreux articles qu'on a publiés au fil du temps sur contrepoint.org ainsi qu'aux articles dédiés sur Wikibéral. Et on ne sait jamais, n'hésitez pas à me faire savoir si vous seriez intéressé par des épisodes plus introductifs aux notions financières en général. Je vous laisse donc découvrir sans plus attendre notre entretien avec Nathalie Janson et je vous retrouve juste après. Nathalie Janson, bonjour. Bonjour. Je me permets de te tutoyer puisqu'on se connaît dans la vraie vie et qu'on se tutoie. Tu es professeur associé à Neoma Business School, donc entre les campus de Paris et Rouen, et tu es également chargé d'enseignement à Sciences Po. Et surtout, tu es économiste de formation, tu as fait une thèse sur la monnaie, je crois, avec le professeur Georges Selgin, que certains de nos... Sur la régulation bancaire. Sur la régulation bancaire. Puisque c'était une manière d'approcher, d'utiliser la théorie de la banque libre sans l'utiliser, puisque à l'époque, c'était pas très diffusé. Et ça pouvait valoir le bûcher. Alors que ça permettait d'attaquer un sujet qui était à l'époque tout récent, qui était la régulation bancaire, puisque c'est les années 80. Et d'accord, voilà. Okay. Ah bah justement, tiens, alors peut-être en parlant de dérégulation bancaire, en quoi a consisté cette dérégulation? Autrement dit, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire avant ces lois des années 1980 et qu'on a pu faire par la suite, notamment jusqu'en 2008? Alors, une des dérégulations concernait surtout les États-Unis, parce qu'en fait, en Europe, le système bancaire était différent et il y a eu une dérégulation, mais qui n'était pas du tout du même ordre. Les banques américaines avaient surtout deux choses qu'elles ne pouvaient pas faire. Dans les années 80, elles n'avaient pas le droit de rémunérer les comptes de dépôt. Donc voilà, dans les banques, on ne pouvait pas avoir ces dépôts rémunérés. Donc ça, c'était une chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y avait encore le fameux Glass-Steagall Act qui empêchait ce qu'on a observé dans beaucoup de pays européens au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire la plus grande combinaison des activités de banque d'investissement avec les banques commerciales. Alors voilà. Ça, ce Glass-Steagall Act, on y reviendra un peu plus tard, parce que je te demanderai justement si ça a joué un rôle dans la crise financière de 2008.
Et donc ces dérégulations bancaires, ça semble pas grand-chose comme ça. Par exemple, la rémunération des comptes de dépôt, c'était un enjeu majeur du côté des banques. Alors pour les banques américaines, il faut savoir qu'en fait, ça a façonné la concurrence actuelle au niveau des États-Unis de façon assez significative. Et ça, c'est vraiment une différence très, très, très grande avec le système bancaire européen. Parce que en Europe, on n'a pas eu vraiment de concurrence de banques ou qu'on peut appeler aussi de shadow bank, c'est-à-dire d'institutions qui ont des pratiques et qui vendent des produits similaires aux banques, mais qui ne sont pas des banques. Et cette fameuse réglementation Q qui interdisait la rémunération des dépôts, qui était issue de la crise des années 30, évidemment, eh bien, a fait naître à la faveur de l'inflation des nouvelles formes d'institutions qu'on a appelées les mutual funds, donc voilà, les fonds d'investissement collectif, mais surtout se spécialiser à court terme. Et c'est ceux-là qui ont concurrencé les banques. C'est-à-dire qu'en fait, ces fonds collectifs de gestion à court terme permettaient en fait d'attirer les clients en disant venez chez nous, ouvrez un compte de dépôt. Mettez des liquidités et on fera un meilleur rendement que la banque. Exactement, puisque à l'époque l'inflation était à 2 chiffres aux États-Unis et que entre 0 d'un côté et quelque chose qui était proche de 10% de l'autre, forcément les déposants avaient envie d'aller de perdre moins d'argent, quoi. Voilà, et d'autant plus que c'est on les appelle les money market mutual funds, avaient bien compris qu'en offrant des services similaires aux services bancaires, c'est-à-dire des comptes de dépôt, bien, ils allaient ressembler à des dépôts. Et aux États-Unis, il y a eu évidemment des recours pour dire, mais c'est une concurrence directe aux banques, c'est pas possible. Et en fait, les juges ont estimé que lorsqu'on détient des fonds monétaires, on est propriétaire, donc comme un propriétaire, donc actionnaire, et on n'est pas un débiteur, et donc ce n'est pas une banque. Ah oui, c'est vraiment une question en fait de comment est-ce que juridiquement je désigne la relation entre la banque et moi, parce que ça les gens ne le savent pas toujours, que l'argent qui est à la banque, en réalité je crois que c'est une créance qu'on a sur la banque, c'est pas techniquement notre argent. Voilà, donc en fait ça explique en fait beaucoup de choses sur le système bancaire américain, notamment le fait que les banques se sont retrouvées massivement à faire face à cette concurrence. Donc beaucoup de déposants ont choisi de quitter les banques traditionnelles pour leur compte de dépôt, pas pour tout, mais en plus elles sont les déposants américains sont souvent multibancarisés, ce qui est moins notre cas en France en particulier, surtout dans les années 80. Donc voilà, donc on fait face à un nouveau comportement des concurrents. Les banques se retrouvent face à cette flux de dépôts qui s'en va et qui va dans d'autres institutions. Et donc, elles doivent gérer cette baisse, en fait, de liquidité naturelle. Et il faut bien savoir que les dépôts, contrairement aux ressources de marché, sont plus stables. En fait, c'est ça l'avantage d'un dépôt par rapport à une ressource de marché, c'est qu'elle est stable et elle a un prix qui ne varie pas trop avec les conditions de marché. Mais c'est pas comme des actifs. C'est pas comme une créance sur le marché monétaire, justement, ou si on émet des dettes sur le marché monétaire pour se financer. Et donc, ça a été le début de ce qu'on a appelé la marchéisation des bilans bancaires américains. En fait, D'accord. Tout simplement. Simplement, j'aimerais comprendre le lien entre la crise des années 1930 et l'interdiction de rémunérer les comptes de dépôt. Quelle était la logique ? On a estimé qu'en fait, les banques avaient fini par faire de la surenchère de rémunération de dépôt pour pallier des problèmes de liquidité et que ça avait accentué la fragilité de leur situation. Lorsqu'elles se sont retrouvées courtes de liquidité, elles ont fait de la surenchère de taux pour attirer les déposants, alors qu'en fait, c'était une fuite en avant. Elle n'avait peut-être pas de quoi payer ses taux. En fait, c'était quasiment une pyramide de Ponzi. Voilà. Donc, en fait, c'était ce qui était mis en avant comme explication. Et ça a été une mesure relativement, je dirais, générale, enfin internationale. Il y a beaucoup de pays qui ont interdit la rémunération des dépôts après les années 30, mais après, ils sont revenus plus ou moins dessus. Sauf aux États-Unis où ça a duré, dans les années 80, c'était toujours là. Et puis en France, c'était pire puisque nous, il a fallu qu'on attende une décision de la Cour européenne en 2012 pour que on ait officiellement le droit de rémunérer les dépôts en France. D'accord. Voilà, puisque c'était en France, c'était ce qu'on a appelé le ni-ni, donc ni tarification au marché des services bancaires, ni rémunération des dépôts. Ce qui fait que à l'époque, donc avant 2012, pour toucher une rémunération, il fallait que ce soit sur un livret A ou un truc comme ça, mais pas sur son compte
Voilà, son compte principal Alors, courant. Voilà, on ça. a tellement été façonné par ça en France que tu remarqueras qu'en fait, peu de banques rémunèrent aujourd'hui encore les comptes de dépôt. Puis vu les taux actuels, de toute façon, les gens oublient même, enfin déjà ça semble presque bizarre d'avoir une épargne rémunérée, même sur un livret A ou quoi que ce soit. Enfin, c'est des choses que nos générations ont quasiment oubliées. Je me rappellerai toujours que la Caisse d'épargne avait vaguement tenté, à la suite de 2012, elle avait fait toute une campagne de publicité en disant « Venez chez nous, on rémunère les dépôts ». Elle a eu peu de suiveuses d'ailleurs en termes de banque. Et en fait, aujourd'hui, on est revenu à la Caisse d'épargne. C'est-à-dire, je pense pas qu'il y ait plus que ça de rémunération de dépôts. Et ceci dit, est-ce que le fait de rémunérer les dépôts, c'est pas justement une incitation à aller ensuite utiliser cet argent pour sur les marchés, pour essayer d'honorer les pourcentages qu'on a proposés? Est-ce que c'est pas une incitation à se comporter un peu dangereusement avec de l'argent qui est censé être le plus sûr possible, puisque le compte courant, le compte de dépôt, normalement, c'est le plus stable? Bon, disons que les banques, elles ne s'y trompent pas. Ce qu'elles recherchent dans les dépôts, c'est quand même une stabilité de la mise à disposition de ces liquidités. Donc, c'est pas dans leur intérêt en fait de le mettre en danger dans la gestion quotidienne. Maintenant, c'est certain que on s'est juste aperçu que finalement la question de la tarification des dépôts, elle va dépendre en fait des services bancaires qu'on a en échange. Donc en fait, c'est des packages. Et que finalement, si on n'a pas de rémunération explicite, après tout, c'est pas dramatique. Ça dépend ce qu'on a en échange et de la concurrence, de ce qui est offert chez les concurrents. D'accord. C'est ça qui compte. Alors justement, puisqu'on parlait du Glass-Steagall Act, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé à l'occasion d'un événement que j'aimerais que tu nous racontes depuis le début et dans ses principaux développements, qui était la crise financière de 2008, qu'on appelait The Great Financial Crisis ou The Great Recession. Je crois qu'il y a eu, par opposition à la Great Depression, enfin pour ne pas en tout cas faire doublon avec la Great Depression des années 1930. Donc est-ce qu'elle commence en 2008 ou est-ce qu'il faut remonter plus loin que ça? Alors évidemment, elle commence avant et elle commence comme dans la continuité de ce que je disais avant, c'est-à-dire avec des banques américaines qui du coup, avec un modèle de financement à court terme qui a été très impacté par cette concurrence des money market mutual funds, va finir en fait par se retrouver à devoir lever de plus en plus de fonds de marché pour pouvoir continuer leur expansion au niveau de leur activité. Donc elles vont avoir plus de dettes qu'elles émettent sur le marché, sur l'overnight, mais aussi ce qu'on appelle les certificats de dépôt. Donc voilà, des ressources de marché plus importantes qu'avant. Et donc en fait, elles vont aussi, étant donné que ce sont des ressources de marché et qu'elles sont aussi face à une plus grande concurrence sur leurs actifs, parce qu'il faut bien savoir que le développement des marchés financiers, puisqu'on peut davantage lever des ressources sur le marché, et bien ça va concurrencer les banques aussi dans le financement des activités. C'est-à-dire que les entreprises peuvent aller se financer ailleurs qu'auprès des banques. D'accord, c'est-à-dire en fait elles perdent une sorte de rente de situation du fait qu'avant c'était pas aussi simple de se financer autrement que par un prêt à la banque. Voilà. Alors qu'à ce moment-là, les alternatives, quelles sont les alternatives au financement bancaire? C'est donc ce qu'on appelle le commercial paper à court terme pour les États-Unis, et ça a eu un certain succès. Et puis après, c'est des levées de fonds obligataires. Voilà, simplement le marché américain, comme il est entretenu par une masse, l'épargne est beaucoup plus, alors même si elle est moins importante en termes de pourcentage, mais elle passe beaucoup plus par les marchés, puisque il y a le financement de la retraite, enfin il y a plein oui, finalement voilà, les marchés ont plus de choses à traiter. Exactement. En termes donc il y a une large place qui va être faite à tout ce secteur des fonds d'investissement collectifs, qui apportent un service évidemment énorme par rapport à avant, puisque ça va permettre à n'importe qui de pouvoir investir, même ne serait que $10. Oui. C'est ça l'avantage de la gestion collective. Oui, je mets une petite somme dans un fonds et comme ça, ce fonds peut prendre des actions que je pourrais pas me payer moi-même. Exactement. Si j'achetais ne serait-ce qu'une action. Voilà, moi je peux pas le faire, mais par contre si j'achète une petite part dans un large portefeuille, je peux le faire. Donc ça, c'est en fait c'est concomitant. Donc en même temps, on a des banques qui se retrouvent un peu étranglées du côté des dépôts, et de l'autre côté, elles se retrouvent un peu à faire face à la concurrence du marché. Donc les banques américaines, elles doivent chercher
d'autres façons de nourrir leur profitabilité et leur activité. Et un des secteurs qui avait qui pour le moment n'était pas trop occupé par les banques parce que ça ne correspondait pas à leur business model, c'était le marché immobilier. Parce que le marché immobilier est très particulier parce que en général on finance en fait un achat immobilier par des ressources longues. Ouais. Donc les banques commerciales avant n'allaient pas sur ce type d'activité. Parce que la banque commerciale, sa principale préoccupation, c'est d'être liquide. En fait, c'est ça, elle ne gère que par rapport à la liquidité, puisqu'elle doit pouvoir faire face à la gestion de la liquidité de façon permanente. Donc, si j'étais un ménage américain dans les années qui précédaient la crise, donc si c'était pas les banques commerciales qui géraient l'immobilier, comment je faisais pour on allait dans financer des institutions spécialisées, d'ailleurs, comme en France. C'était souvent les fameuses savings and loans qui étaient sur ce créneau, et d'ailleurs, elles ont fait faillite dans les années 80, et c'est pas un hasard, parce que il y avait des problèmes de gestion aussi, des écarts de maturité entre les ressources qu'elles levaient et la durée en fait des prêts immobiliers. En France, on avait les fameuses institutions comme le Crédit Local de France ou le Crédit Foncier. Ça, c'est des choses, c'est intéressant de mentionner parce que je pense pour les auditeurs et notamment des gens de ma génération ou encore plus jeunes qui ont même pas eu l'occasion d'acheter de l'immobilier et c'est pas totalement sans lien d'ailleurs avec cette crise financière, mais enfin on sait pas toujours forcément que dans un cas on pourra aller voir je sais pas moi le Crédit Agricole, le CIC ou je sais pas quoi, et que dans l'autre il faudra aller voir une autre institution qui ressemble à une banque, c'est des mecs en cravate dans des bureaux avec des trucs en verre là, des cloisons en verre, mais c'est pas pareil, techniquement c'est pas pareil, ça change tout apparemment. Parce que en réalité, le modèle bancaire traditionnel, la banque de dépôt comme on l'appelle souvent, comme sa préoccupation, c'est la liquidité, pendant très très longtemps, ce qu'elle a fait, c'est presque du financement de créances interentreprises. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la facilité de caisse. C'était de la facilité de caisse. Parce qu'effectivement, elle ne pouvait pas s'engager à prêter longtemps, étant donné qu'elle avait ce souci important de liquidité. Mais sur la profitabilité des banques, est-ce qu'elle n'aurait pas pu tout simplement augmenter les frais bancaires aussi ? Ça aurait peut-être pu être un autre choix, mais je pense que ça aurait poussé d'autres acteurs à arriver sur le marché, comme déjà ça en avait attiré au départ. En fait, je pense qu'elle n'était pas tellement sûre de comment redéployer leur modèle économique pour pouvoir faire face à cette situation. Et c'est une conjonction de facteurs, parce qu'il se trouve que dans les années 80, on a un autre phénomène qui a beaucoup de conséquences à la fois sur le marché financier et au niveau bancaire, c'est le développement de l'informatique. Et ça, c'est un élément majeur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il permet de mieux pricer le risque. Voilà, on développe des modèles. Et aussi bien au niveau bancaire qu'au niveau du marché, on va pricer. Donc, on va développer beaucoup d'instruments. On va donner libre cours à toute une créativité financière qui n'aura pas que des fins heureuses, n'est-ce pas ? Mais parce que au départ c'est pas idiot, ça consiste normalement en tant qu'économiste, ce que je devrais observer si l'information circule mieux sur les conditions réelles justement qui sous-tendent la valeur d'un actif, c'est que logiquement il doit y avoir moins de différences de prix par exemple, il y a moins d'opportunités d'arbitrage en fait entre les différents marchés. Et surtout il y a un meilleur profilage du risque, c'est-à-dire que par rapport à une catégorie de risque, on est capable de mieux pricer le risque qu'on a devant soi parce que comme on a beaucoup plus de data à mettre dans les modèles, il peut être beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est une donnée très importante. C'est-à-dire que si la même conjonction de facteurs avait eu lieu 20 ans avant, on n'aurait pas eu la crise de 2008 parce que il n'y avait pas ce niveau de développement des modèles et de la possibilité d'utiliser les computers. Donc c'est vraiment important de se dire que c'est des facteurs qui sont arrivés à un moment donné et qui ont créé en fait ces conditions favorables au développement de ce nouveau marché pour les banques qui était le financement des biens immobiliers. Mais a priori, le fait d'avoir des systèmes informatiques qui traitent de l'information,
qui processent de la data. Voilà. Mais en tout cas, le fait d'avoir ces outils informatiques, en soi, c'était pas une mauvaise chose. Après, c'est quoi? C'est la manière dont on a, comment dire, ce sont les couches supérieures qu'on a construites avec cette espèce de base. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, évidemment, c'est pas la technologie qui est en cause, c'est la façon dont on l'a utilisée. Et ce qui est intéressant, en fait, donc aux États-Unis, avant cette crise de 2008, effectivement, quand vous vouliez un bien immobilier, soit vous alliez dans des banques spécialisées, soit la banque le faisait pour vous, mais à ce moment-là, et comme en France d'ailleurs, elle vous demandait un apport conséquent. Oui. En général, c'était 30% du bien. Oui. Donc, bon, forcément, ça freinait un petit peu l'accession à la propriété. Hein. Et alors qu'effectivement, à un moment donné, quand les banques ont vu dans l'opportunité, quand elles se sont dit, il y a peut-être un marché à prendre sur l'immobilier, elles l'ont fait parce que parallèlement, en tout cas pour les États-Unis, c'est très clair, c'est ce qui explique la crise de 2008. Elles se sont dit, mais je vais pouvoir aller gérer le risque différent, parce qu'évidemment, j'ai un risque d'exposition à la maturité très longue. Oui. Mais comme je vais pouvoir utiliser, en fait, la titrisation, qui existait déjà, mais qui était surtout dans le secteur des prêts automobiles et puis de tout ce qui est de carte de crédit. En fait, hein, la titrisation, c'est pas du tout récent comme procédé, mais elles l'ont étendu à l'immobilier. Elles se sont dit, voilà, je peux gérer mon risque de maturité, parce que de toute façon, je le garde pas dans mon bilan. C'est-à-dire, pour être très, très clair pour les auditeurs qui connaîtraient pas la titrisation, etc., ça consiste en gros à mettre dans un même actif financier, dans un même produit financier, des prêts justement qui se situent peut-être dans des régions différentes des États-Unis, avec des ménages au profil différents, histoire de mitiger le risque. Je sais plus quel est le terme en français. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la grande avancée ou pas d'ailleurs, on le voit comme on veut, c'est qu'en fait jusqu'à l'utilisation de la titrisation au niveau bancaire, on considérait toujours que les actifs bancaires étaient peu liquides, à part les réserves en banque centrale et puis les titres d'État courts. Voilà. Mais c'est-à-dire, s'ils avaient par exemple une créance donc sur un ménage qui avait son prêt hypothécaire, ils la vendaient pas sur un marché. Ils la vendaient pas sur un marché. Parce de toute façon, ils auraient dû la vendre tout entière. Voilà, tout à fait. Donc c'était peu flexible. Ouais, et l'appel d'air qui est arrivé avec cette idée d'utiliser la titrisation pour gérer le problème de la maturité, puisqu'en fait c'est ça, c'est qu'en fait un prêt immobilier c'est trop long, donc il faut faire en sorte qu'on puisse le gérer autrement. Et donc avec effectivement la capacité de mettre des titres dans un portefeuille et de le vendre, donc en fait on voit que c'est la continuité de ces développements de la gestion des fonds, des gestions collectives de fonds. D'accord. Donc ça partait d'une bonne idée à chaque fois. Oui. Et puis on nourrit ces gestionnaires de fonds parce que du coup on propose encore plus de produits. Donc on offre une diversification qui est pas négligeable, puisque là au lieu d'investir dans l'immobilier, je peux acheter des parts dans un portefeuille de prêts immobiliers. Donc du coup c'est la pierre papier. Exactement. C'est une autre façon. D'accord. Et donc sur le papier c'est pas idiot. On dit plutôt que c'est une bonne idée. Ouais. Et voilà. Alors après, effectivement, peut-être que les banques ont, elles ont toutes des idées de développement stratégique qui sont bonnes ou mauvaises. Et là, on va retrouver une mauvaise conjonction, je dirais, entre le politique et l'économique. C'est qu'en fait, c'est en plein dans les années 90 où, aux États-Unis comme dans d'autres pays, on a cette volonté de faciliter l'accès à la propriété. D'accord. Grand fantasme qu'on retrouve dans plein de pays, et donc aux États-Unis. Oui. On veut toujours une Amérique de propriétaires, une France de propriétaires, ça vend toujours très bien politiquement. Voilà, tout à fait. Et donc, on va donc plus loin et on dit, il faut que les banques se mettent au pas et qu'on s'arrange. Prêtent à tout le monde. Qu'elles prêtent effectivement à tout le monde. Alors, à nouveau, les États-Unis sont un pays où il y a plein de lois très, très bizarres au niveau bancaire, et en tout cas pour nous, parce qu'on n'a pas de loi aussi. On a des systèmes qui s'organisent différemment, et ils ont depuis longtemps une disposition réglementaire qui oblige les banques à prêter à des ménages qui n'ont pas les critères habituels, classiques, qui leur feraient accepter leur offre de prêt. C'est-à-dire qu'en fait, d'inclusion de populations qui seraient naturellement exclues du système de crédit. Et ça a toujours existé. Voilà, c'est comme ça. Simplement, les banques, elles faisaient sans doute le minimum, et puis c'est tout. Ouais. Et vient cette titrisation. Et alors là, vient une nouvelle idée. On se dit, si en fait
j'ai la possibilité de titriser, peut-être que du coup, je peux titriser en particulier ces actifs un peu plus risqués, ces prêts immobiliers un peu plus risqués. Et donc, je peux peut-être, en fait, avoir un nouveau marché. Je vais aller financer cette partie de la population qui, a priori, n'aurait pas accès, avec mes critères standards, aux prêts immobiliers. Et je peux me retrouver de l'autre côté en proposant des rendements plus élevés pour les investisseurs qui achètent ces titres. D'accord. Et en plus, se rajoute à cette idée de montage, puisque là, pareil, on est dans plein développement de multiples produits sur le marché financier. Et là, se profile un autre type de produit qui commence à monter, c'est de se dire que lorsqu'on a un prêt, finalement, la valeur du sous-jacent, elle varie. Donc, si on prend une maison, eh bien, sa valeur peut augmenter avec le temps. Oui. Et finalement, je pourrais valoriser le fait qu'elle monte, enfin que sa valeur monte économiquement sur le marché. D'accord. Voilà. Je peux, pour celui qui emprunte, je peux essayer en fait de transformer cette augmentation de sa part dans le bien qu'il a acheté, puisqu'elle a augmenté au niveau économique, pour faciliter en fait son accès à la propriété, puisque ça veut dire il possède une plus grande part de ce qu'il a acheté, étant donné que sa valeur a augmenté. D'accord. Alors, les banques utilisent ce principe pour justement faciliter l'accès à la propriété en se disant, eh bien, on va utiliser cette propriété, c'est-à-dire le fait que ce bien va augmenter sur le marché, en faisant refinancer le bien après 2 ou 3 ans, avec un taux de préférence moins élevé que celui auquel il a été initialement emprunté, en tablant sur le fait évidemment que la progression du marché de l'immobilier, son taux de croissance, est supérieur, évidemment, au taux d'intérêt. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est très particulier. Donc, ça autrement dit, sur le papier, l'apport devient plus important en quelque sorte. Oui. En fait, comme ces personnes n'ont pas les critères standards, il faut trouver autre chose. Donc, on va substituer la garantie habituelle des revenus, de la stabilité de l'emploi et des revenus, par le fait que c'est la valeur économique du bien acheté qui va donner la garantie. Oui, d'accord. Voilà. Et c'est là d'où vient le verre dans le fruit, puisqu'en fait... c'est un système qui s'auto-entretient. Enfin, je pense qu'il ne faut pas avoir fait de grandes études pour le comprendre. Quand même. Mais il faut que les conditions de marché soient bien respectées, c'est-à-dire que les conditions pour que ça fonctionne, c'est bien que le taux de croissance du marché immobilier soit supérieur au taux d'intérêt et qu'on puisse refinancer à des taux moindres avec le temps. Et c'était exactement, dans la plupart des banques, la caractéristique des prêts subprime. C'est-à-dire, c'était au bout de 2 ans, donc on avait un emprunt à taux fixe, dont le taux d'intérêt était supérieur au taux d'intérêt des emprunts prime, c'est-à-dire des emprunts standards, ce qui est normal puisque on a affaire à une population qui est plus risquée, et qui, au bout de 2 ans, l'hypothèse implicite, c'était qu'on refinançait. Sinon, on tombait dans le taux variable, le fameux taux variable dont mais ça, on va reparler aussi. Dont on avait entendu, tout le monde a entendu parler. Donc, en effet, dans la première phase, donc parce que ça a commencé dans le début des années 2000, tout fonctionnait bien. Les taux de la Fed ont plutôt eu tendance à diminuer. On était dans une phase de ralentissement avec tout ce qui a été 9/11. On a eu la guerre en Irak. Il y a eu la crise aussi de la dot-com bubble. Oui, tout à fait. Donc on est en plein dans cette période. Donc du coup, les taux étaient plutôt bas et le marché de l'immobilier effectivement faisait preuve d'une certaine augmentation une fois la première récession passée. Donc beaucoup de banques se sont dit voilà, c'est conditions idéales pour qu'on puisse aller saisir ce nouveau marché des clients subprime et en plus pouvoir titriser et les mettre dans des portefeuilles pour diversifier le risque. Voilà. Donc le fruit, en fait, le verre qui est dans ce fruit, il vient du fait qu'on a amalgamé des produits titrisés immobiliers qui étaient standards, c'est-à-dire où la valeur en fait de ce produit était basée sur les taux de défaut moyens du secteur, enfin des emprunteurs,
avec le fait qu'on mixait des produits dont la valeur dépendait de valorisation de marché, puisque ça dépendait de la relative évolution du marché immobilier par rapport au taux d'intérêt. Oui, et quand je dis ça s'auto-entretenait, c'est-à-dire que finalement, plus on fait des mécanismes qui reposent sur le fait que la valeur va augmenter avec le temps, si la condition pour ça, c'est que, si le fait qu'il y ait plus d'argent qui rentre dans ce type de prêt, ça a tendance de fait à faire augmenter la valeur puisque plus de gens peuvent accéder à un marché qui lui n'est pas extensible indéfiniment. Oui. C'est ça en fait qui fait que bien ça crée sûr, les conditions de sa réussite en fait. Exactement, c'est-à-dire que étant donné que on est dans une économie où en fait on a un avantage à aller investir dans l'immobilier. Et effectivement, on est dans l'autoréalisation des anticipations. C'est-à-dire qu'effectivement, comme moi, je vais aller acheter parce que le marché monte, parce que du coup, j'ai un avantage à le faire puisque le marché monte, et du coup, je fais monter le marché. Donc, on est bien d'accord. C'est ce qui a permis l'envolée dans les années 2003, 2004, 2005. Enfin, vraiment, là, on est dans alors 2004, puisque à partir de 2004, là, justement, la situation se gâte. Notamment parce que les taux remontent. Exactement. Parce que les taux qui remontent va venir compromettre la rentabilité des fameux prêts subprime qui étaient basés sur la valorisation du bien sous-jacent. Oui. Voilà. Et là, c'est dommage. En fait, c'est insuffisamment expliqué parce qu'en fait, c'est vraiment ça. C'est le fait qu'on ait mixé deux façons de valoriser des prêts dans une même titrisation qui va c'est un angle d'approche que j'ai jamais entendu malgré le fait que j'ai lu des choses sur ce sujet. Et pourtant, c'est bien ça le problème. C'est-à-dire qu'en fait, on ne distinguait pas. Donc là, on a affaire à un problème typique en finance, c'est le problème d'asymétrie d'information et d'opacité. Donc à nouveau, si vous mélangez des produits en fait dont les schémas de valorisation sont pas les mêmes, eh bien effectivement vous vous trompez sur la valorisation. Oui, bien sûr. Donc après c'est entretenu par le fait que sauf que ça arrangeait tout le monde de se tromper. Exactement. En l'occurrence, ça arrange l'emprunteur, ça arrange la banque. Exactement. Donc en plus, il faut savoir qu'aux États-Unis, on a des brokers. Vous savez, des courtiers en prêt immobilier. Donc, eux, ils étaient tout contents. Les banques n'étaient là que pour rédiger les contrats. Eux, les courtiers, allaient vendre leurs prêts en disant aux familles, non, mais aucune inquiétude, dans 2 ans, vous refinancez. Moi, je me rappelle même, parce que j'étais aux États-Unis en 2003 pour un visiting, et j'étais en plein boom du refinancement. Et alors, je peux vous dire que la plupart des étudiants, c'était leur activité secondaire. C'est-à-dire qu'ils travaillaient pour un mortgage broker et ils faisaient du refinancement de prêts. Donc là, en fait, on peut se dire, déjà que dans une banque, on peut se dire celui qui vend un produit bancaire à un instant donné n'est pas forcément celui qui aura à souffrir d'un défaut là-dessus. Mais alors là, c'est encore plus vrai parce que donc en fait, ce sont les courtiers qui faisaient le boulot de mentir aux clients ou d'arranger la vérité ou de... c'était des commerciaux, quoi. Ouais, voilà, c'était des commerciaux. Une fois qu'ils avaient empoché le truc, ils ne risquaient pas alors, rien. Pour les brokers, plus rien du tout. Les banques, c'est un petit peu différent. Banque un peu différent, mais parce qu'elles l'ont chèrement payé après. En fait, le retour de bâton, il n'a pas été facile pour eux parce que la titrisation, effectivement, se faisait via les fameux Special Purpose Vehicles, qui étaient des SPV, qui étaient détenus ou pas par les banques. Donc, celles qui les détenaient, elles ont eu mal assez vite. Celles qui les détenaient pas directement ont fini par se les réapproprier pour des questions réputationnelles. Donc, de toute façon, ça leur est revenu en pleine face à un moment donné. Mais néanmoins, c'est là où le problème d'opacité d'information a été vraiment crucial. C'est-à-dire qu'effectivement, une fois que les produits sont partis dans la nature, celui qui savait vraiment analyser correctement ce qui était contenu dans le véhicule de titrisation, eh bien, ils n'étaient pas très nombreux, ceux-là. Il y en a eu quelques-uns qu'on a vu notamment dans The Big Short, des gens comme Michael Burry, qui sont d'ailleurs toujours là et qui s'expriment. Et c'est vraiment intéressant. Allez voir sur Twitter, je dis aux auditeurs ce que raconte Michael Burry en ce moment. Ça veut pas dire que c'est vrai, mais ça veut dire que des gens comme lui ou comme Nouriel Roubini, avec qui j'ai des désaccords par ailleurs, mais ce sont des gens qui ont vu venir cette crise-là, qui l'ont apparemment bien analysée et qui aujourd'hui s'expriment sur la situation actuelle. Donc, je veux dire, c'est des gens qu'il faut aller écouter, je trouve, pour voir complètement. Un peu ce qui se passe. De toute façon, il y a des gens qui étaient assez intelligents pour comprendre exactement ce qui se passait, puisqu'il y en a qui allaient analyser ce qu'il y avait derrière c'est ce que j'ai compris en tout cas du film ou du livre The Big Short, c'est que le Burry en question, il allait voir lui les fameuses les fameux détails, toutes les liasses de papier que personne ne lisait. Exactement. Lui, il allait voir en fait ce qu'il y avait dans les produits, tout simplement. Exactement. Et donc, quand à un moment donné, les agents
agences de notation, donc parce que non seulement ces produits étaient étiquetés, mais pire, on a fait des tranches. En fait, on a tranché ces produits. Oui, en plus, donc on a rajouté vraiment des couches pendant ça a été de la complexité sur de la complexité. Parce que etc. la titrisation en tant que telle, je pense qu'on se serait peut-être aperçu plus vite du problème. Mais comme on a en fait de la segmentation de marché, c'est tout simplement ce qu'on a fait avec les fameux produits structurés, puisqu'en fait qu'on a fait, c'est que comme on sait qu'un portefeuille a un risque moyen, mais que mes investisseurs, ils ont différents profils de risque, on s'est dit tiens, je vais aller vendre le produit par appartement. Donc je vais vendre à celui qui aime pas le risque la partie pas risquée, celui qui aime moyen le risque le moyen risqué, et celui qui aime beaucoup le risque la partie risquée. Oui. Voilà. Donc ça, c'était la grande invention qui effectivement s'est retrouvée être préjudiciable. Sur le papier, ça a pas l'air absurde. C'est au contraire, ça permet une plus grande titrisation, parce que du coup la valorisation du produit est plus élevée, comme on l'apprend en économie, quand on fait de la segmentation de marché. En fait, à la fin, on gagne davantage d'argent. Donc voilà, donc on avait des instruments pour, à nouveau quoi. On avait. Donc là, le principe c'était que en cas de défaut sur les prêts sous-jacents, c'était les premières tranches qui étaient rincées. Exactement. Voilà, c'était eux qui ne touchaient pas en fait forcément. Donc le risque n'était pas partagé dans l'ensemble du produit, il était partagé différemment. Exactement. Et c'était plutôt une bonne idée, puisque c'était ceux qui étaient prêts à prendre des risques qui subissaient les premiers. Donc c'était pas idiot. Pourquoi ça s'est écroulé Alors pourquoi ça s'est écroulé ? Parce qu'effectivement on a eu des problèmes de mise à niveau entre le prix auquel les produits continuent à être vendus et leur vraie valeur économique. Et ça a été favorisé effectivement par l'usage un peu trop abusif de l'agence de notation qui, elle, en fait, n'est pas du tout spécialisée dans les prêts bancaires. La spécialisation d'une agence de notation, c'est de faire de l'analyse financière de bilan d'entreprise. Ouais. Ou même des États d'ailleurs. Même des États. Voilà, c'est leur spécialité. Mais elles n'ont pas de spécialité en tant que telle dans la façon de valoriser les prêts. Je veux dire, elles n'ont pas d'expertise dans la valorisation. Mais comme c'était une activité connexe, elles se sont dit, pourquoi pas. Oui, on est les moins mal placés pour le faire. Exactement. Donc, on les a. Et comme les investisseurs, pour ces fameux tranches, avaient besoin de signaux de savoir si c'était du sûr, pas sûr ou très risqué, eh bien, elles ont eu un nouveau marché à un moment donné où le secteur était devenu relativement concurrentiel. Donc, faut pas oublier non plus le contexte des agences de notation qui avaient intérêt, en fait, à poursuivre leur expansion, soit dit en passant, parce qu'elles ont changé de nature aussi. C'était avant ce qu'on appelle des partnerships. Donc, on appelle en français, je ne me souviens jamais du terme, je suis assez mauvaise là-dessus, mais elles étaient donc pas à responsabilité limitée, elles étaient à responsabilité sur l'ensemble des biens des fondateurs. Et elles sont passées à société limitée. Donc, quand on passe à responsabilité limitée, forcément, on ne joue plus son patrimoine, mais on est sous la base de l'actionnariat. Voilà. Donc, ça, c'était au niveau du timing, à nouveau, c'est pas de chance, parce que du coup, les agences de notation allaient à la course au revenu, quoi. Donc en fait, si on compte là, on doit être déjà à 5 ou 6 facteurs qui n'ont pas forcément de lien les uns avec les autres, mais qui ont tous agi dans le même sens. Exactement, la déresponsabilisation de la décision, en fait, tout simplement. Et ces agences de notation, moi, c'est une des choses qui me fascine le plus. Ce qu'on sait avec le recul, c'est qu'elles se sont largement trompées dans la notation des produits, elles ont surévalué. Est-ce que c'était de l'incompétence ? Est-ce que c'était de la fraude ? Et pourquoi est-ce que ces agences sont toujours là ? Alors qu'il y a quelques banques dans l'histoire qui ont disparu, mais les agences, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas été inquiétés plus que ça. Alors, les agences, effectivement, ça reste quand même ou un scandale, le scandale du siècle sans doute, c'est-à-dire que elles se sont cachées derrière le fait qu'elles ne vendaient que des opinions. Voilà. Donc, comme ce ne sont que des opinions, puisque c'est vrai que c'est ça la notation, c'est si tu veux vraiment vérifier l'information, t'as qu'à le faire. Oui, bien sûr. Si tu le fais pas, c'est de ta faute. Donc voilà. Donc, c'est un peu facile parce que, en effet, quand on a affaire à des produits complexes. Voilà. Oui, c'est un peu les seuls déjà à pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Puis surtout, je crois que ce sont des obligations. Le fait d'avoir une notation de certains produits, alors etc. Là, on revient encore avec une mauvaise idée des régulateurs qui pensaient que c'était une bonne idée. Faut aller retourner dans les années 80 à nouveau, où les régulateurs, à l'époque la SEC,
se dit j'ai une augmentation donc de la gestion collective de l'épargne, il faudrait peut-être que mes investisseurs ils aient des signaux pour comprendre là où ils investissent. Dedans, voilà. etc. Et il faut que je donne des minimums de garanties sur ce qu'on estime être de bonne qualité. Oui. Et donc, c'est là qu'ils prennent la décision de dire que, eh bien, pour être un investissement à diffusion large au public, il faut au minimum être investment grade. Donc, voilà, pour être acceptable. Et ça veut dire tel type de rating. Oui. Et il me faut... Oui, donc, c'est un précieux sésame pour ensuite pouvoir faire des choses. Et qui fait ce rating? Eh bien, les agences de rating. D'accord. Voilà. Donc, ça explique la domination des agences de rating américaines, puisque forcément, comme je l'ai dit initialement, ce marché, il est avant tout américain, puisqu'on n'a pas de gestion collective aussi développée dans d'autres pays. Donc, c'est vraiment, les États-Unis, c'est vraiment le marché le plus développé. Et donc, elles vendent leur expertise, c'est ça le rating. Bon, voilà. Et c'est ça qui permet la gestion, au développement de la gestion collective de fonds. D'accord. Et tout le monde est content. Donc, parce qu'on pense que c'est une bonne garantie d'avoir fait ça. En fait, on l'a fait pour informer. Oui, je comprends, c'était une bonne intention. Ah oui, c'était tout à fait une bonne intention. D'accord, ok. Et effectivement, les régulateurs, à l'issue de la crise des subprimes, se sont dit, on s'est trompé. On n'aurait peut-être pas dû, effectivement, donner ce sésame. Et qu'est-ce qu'on a changé depuis? Pour les agences de notation, pour les agences de notation, pas tellement sur le marché financier, mais quand même sur la titrisation. On a enlevé l'obligation d'avoir les agences de notation comme unique source de notation. Et aujourd'hui, normalement, au niveau bancaire, les banques c'est à elles de fournir une notation, une cotation. Elles doivent expliquer. Oui, alors elles doivent fournir. Après, c'est au niveau des régulateurs, on a une espèce d'index des différents modèles d'évaluation, mais ce n'est plus des agences externes qui donnent la notation. Et ce qui pose un autre problème. Si ce sont mes propres produits que je vends et que j'analyse en même temps, oui, je peux toujours jouer au gars prudent en disant, regardez, celui-là est plus risqué que celui-là, mais si je sous-évalue le risque pour l'ensemble, en moyenne, ça pose... et c'est l'incitation naturelle qu'il pourrait y avoir, j'imagine. Au niveau européen, ça s'est traduit par un index. Normalement, aux États-Unis, c'est pareil. En fait, il y a un index qui est publié de modèles de valorisation des portefeuilles titrisés et qui sert de référent. Donc théoriquement, on a les différents modes d'évaluation par les banques qui sont pas systématiquement exactement les mêmes, mais qui sont en tout cas affichés. Ça harmonise un peu, et ça permet effectivement de sortir de la notation. Je pense d'ailleurs que les États-Unis ont été plus forts sur, puisque je ne suis pas certaine qu'au niveau européen on ait sorti les agences de notation totalement. Par contre, aux États-Unis, elles ont été sorties de la valorisation des produits titrisés bancaires. Ce qui veut dire que maintenant, elles sont revenues à leur job initial, qui était d'analyser des bilans d'entreprises ou d'institutions financières. En tout cas, elles n'ont pas le droit ou alors elles peuvent le donner à d'autres titres, mais pas pour la propre... pas lors de la titrisation lorsque les produits sortent au niveau bancaire. Peut-être qu'elles le font sur le marché secondaire après. D'accord. Mais elles le font pas sur le marché de l'ingénierie. Voilà. D'accord. Et ensuite, alors pour reprendre la chronologie, donc là on a tous ces facteurs qui se sont conjugués, donc là on comprend qu'on est sur la baril de poudre en quelque sorte. Voilà, tout à fait. Alors donc ensuite, quelle est l'étincelle? Alors l'étincelle, c'est vraiment la hausse des taux. C'est ce qui va faire que les ménages, parce qu'il faut pas non plus jeter l'eau du bain, enfin le bébé avec l'eau du bain. C'est qu'en fait, faut bien se dire que les premiers qui ont bénéficié de ce système des subprimes, eh bien ont eu leur petite maison. Oui, c'est ça. Voilà, il y a quand même eu quelques bénéficiaires dans la première phase, jusqu'à fin 2004-2005, on a bien des nouveaux propriétaires qui sinon n'auraient pas accédé à leur maison. C'est au détriment de ceux qui aujourd'hui voudraient être propriétaires et qui peuvent plus. Voilà, aussi, exactement. Donc les gagnants d'hier génèrent des perdants aujourd'hui, exactement. Mais cette hausse des taux va donc matérialiser des situations où les nouveaux emprunteurs subprime ne peuvent plus rembourser, puisqu'en fait, ils ne peuvent plus passer par le refinancement, l'étape nécessaire du refinancement, parce que les taux d'intérêt sont plus élevés, donc ça a beaucoup moins d'intérêt. Donc il passe au taux variable qui, lui, est indexé sur les taux d'intérêt du moment. Et là, le taux variable arrive, et là, forcément, comme on est sur des ménages fragiles,
très vite, certains d'entre eux ne peuvent plus payer. Donc ça se matérialise assez vite, mais ça ne se voit pas dans les ratings, puisque le rating n'ayant pas pris le modèle de valorisation réel, lui, il est toujours sur les risques de défaut moyens de l'emprunteur classique. Bah, ça se voit pas dans les statistiques, puisqu'il n'y a pas de statistiques. Et d'autant que la valeur de l'immobilier, elle bouge pas. Pas tout de suite, en tout cas, non, pas dans les premières. Donc forcément, on ne voit pas la détérioration arriver. Il y a quelques signes comme ça et là dans certaines régions où on voit des taux de défaut par cercle rapproché, en fait, on voit qu'il commence à y avoir quelques problèmes, mais voilà, on a du mal à se dire que c'est vraiment la crise qui arrive, et d'ailleurs à tel point que voilà, on se rappelle tous que la Fed, que plein d'acteurs encore en septembre 2007 disaient tout va bien, on se rappelle tous, je sais pas si les gens se rappellent bien aujourd'hui, alors mais que notre nouveau prix Nobel d'économie, Ben Bernanke, donc à l'époque, c'est lui qui a dit que tout allait bien. Tout le monde, tout allait bien. Et donc là, on est genre en septembre 2007. C'est ça. Et d'ailleurs, ce fameux Nouriel Roubini avait fait une conférence où il s'était fait presque rironner par une assemblée de gens régulateurs, banquiers, parce qu'il avait donné, alors je ne sais plus quelle était l'occasion de la conférence, mais je me souviens effectivement des propos rapportés en disant qu'il s'était fait moquer parce qu'il était en train de dire que c'était bientôt le début d'une crise dont on n'avait pas encore compris l'ampleur, mais bon, sur ce, il n'avait pas tort. Bon, c'est vrai qu'il il fait souvent oiseau de mauvais augure, donc c'est ce qu'on appelle le père Mabert. Voilà, exactement. Il prédit toujours la version pessimiste. Ça, les blagues, c'est du style, il a prédit 15 des 3 dernières récessions. Voilà, exactement. Mais bon, néanmoins, il n'y avait pas que lui qui tirait les sonnettes d'alarme en disant je pense qu'il y a un petit problème de valorisation, il faudrait peut-être s'y pencher. Donc bien après, effectivement, on a découvert que les problèmes de valorisation étaient bien plus élevés parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que les modèles d'évaluation n'étaient pas corrects. Et là, à partir de ce moment-là, on a vu effectivement un phénomène qu'on n'avait jamais observé auparavant, qui était un gel. Les banques sont restées tétanisées, c'est-à-dire qu'ils étaient là. Ah, alors comme je ne sais pas ce que mon voisin a, je ne fais plus rien. Voilà, c'était ça. Et donc, les produits n'avaient plus de prix. Donc, comme tout reposait... Les produits plus, voilà. Et comme les bilans des banques américaines s'étaient marchéisés, eh bien, effectivement, c'était problématique puisqu'on n'avait plus de prix. Oui, on savait plus quelle banque pouvait être solide. Exactement. Et lesquelles ne l'étaient pas, etc. Les produits titrisés, en fait, les banques voulaient se séparer évidemment des produits dont elles étaient moins sûrs, mais en fait, personne ne voulait acheter. Et elles ne voulaient pas se départir des produits les plus sûrs parce qu'elles voulaient les garder si ça empirait. Donc, en fait, ils se sont regardés en chien de faïence comme ça pendant quelques jours. Et donc, il se passait rien. Donc, le marché s'est gelé. Ce que j'ai vu dans le documentaire qu'il y avait eu sur Netflix il y a quelques mois ou un an de ça, et qui racontait cette crise financière, on avait par exemple le secrétaire au Trésor américain qui disait au plus fort justement de cette panique là, c'était le patron de McDonald's qui me disait la semaine prochaine je peux pas payer mes employés, et ça comment ça se fait, en quoi quel est le lien entre le bilan des banques et les difficultés qu'il y aurait eu du type je vois plus d'argent dans les distributeurs ou je peux plus payer mes employés? Effectivement, parce que les banques n'avaient plus assez de liquidités, comme elles avaient des engagements entre elles sur les marchés repo, sur l'overnight. Donc les trucs type repo, overnight, non, c'était surtout des prêts repo. Très courts. Voilà, les repos étaient en fait surtout ça a contribué en fait à cristalliser, à geler le marché, le repo. Parce que l'overnight, c'était celui encore qui fonctionnait le mieux, puisque l'overnight, c'est le seul marché où, en fait, on prête ou on emprunte sans collatéral. Parce qu'en fait, comme on emprunte, en fait, c'est très court, la maturité. Donc, ce serait trop compliqué, et même coûteux d'utiliser un collatéral. Donc, on n'utilise rien. Et donc, finalement, les banques préféraient se prêter pour très peu d'heures, plutôt qu'en fait d'être sur le repo. Donc le marché du repo, lui, est effectivement totalement sur le repo, on se prête à quelle échéance à peu près? Ça peut aller d'une journée à une semaine ou un mois, après ça dépend de. D'accord, ça reste des échéances assez courtes, mais il faut quand même des collatéraux. Exactement. Et là, par contre, c'est le collatéral qui a été problématique, puisque effectivement, quand on regarde un peu les différentes auditions et puis quand on regarde les récits de cette époque-là, effectivement, les banques ne voulaient pas se départir. Elles voulaient vendre évidemment
les parts dans les portefeuilles titrisés, mais personne ne voulait les acheter puisque on avait compris qu'elles n'étaient pas bien valorisées. Ouais. C'est pour ça que la Banque centrale est venue pour les extraire du marché d'ailleurs. C'est pas un hasard que le premier programme de quantitative easing, il a essentiellement porté sur les produits titrisés immobiliers puisque c'était 3 milliards. 3 000 milliards. Ce qu'on appelle le quantitative easing, ils ont toujours le don, je trouve, d'inventer des termes faussement techniques pour dire un truc qui est pas si compliqué en soi. On achète vos merdes. Désolé de. Alors on achetait les merdes de qualité puisque c'était, si je peux me permettre, puisque c'était les fameux triple A, les triple A qui étaient achetés en premier. Ouais. Mais on venait enlever des bilans des banques les produits qui bloquaient la situation. Voilà. Oui, c'est-à-dire en fait, on les achetait, mais alors ça veut dire qu'il restait plus que les mauvais produits dans le bilan des banques. C'était pas encore pire à ce moment-là Oui, mais en échange, on leur donnait des liquidités. Oui, d'accord. Oui, c'était les liquidités qu'elles avaient pour faire face à la crise de liquidité. Donc, en tant que banque centrale, je peux comprendre qu'on n'achète pas la pire des couches. Oui. Parce qu'on veut essayer de se préserver pour quand même avoir de quoi se défendre. Bien sûr. Mais néanmoins, on essaye de libérer le poids. Oui, bien sûr. Voilà. En fait, et donc ça, à l'époque, ça a été justifié au sens où sinon le système financier est quasiment au niveau mondial, parce que du fait qu'il était mondialisé, ce qui se passe aux États-Unis très vite a eu des répercussions ailleurs dans le monde. Donc bon, l'argument pouvait s'entendre. Souvent, ce qu'on dit, les banques qui ont été, comment on dit déjà en français, un bail-out, un sauvetage. Oui, donc les banques ont été recapitalisées. C'est-à-dire, on leur a donné de la liquidité sur le moment, mais eux, leur argument, c'était de dire, on était illiquide, on n'était pas insolvable. C'est ça. Et donc, ils nous disent fièrement, regardez, c'est prêt, ils ont été remboursés, etc. Alors finalement, est-ce que c'était un scandale ou pas, ces histoires de bail-out? Est-ce que c'est déjà trop de donner des liquidités à un marché qui en serait à court? Alors ça, c'est toujours la grande question, c'est-à-dire est-ce qu'effectivement il fallait faire cette étape d'assistance à la liquidité ou est-ce qu'il fallait regarder comment on allait surnager dans cette crise? Effectivement, il y a des effets collatéraux énormes quand on décide de ne pas sauver, puisque comme tu le disais auparavant, après ça veut dire qu'il y a certaines entreprises qui n'ont pas, comme il y a plus de liquidité qui circule, effectivement. Donc il y a des faillites, ce qui crée de la panique, ce qui peut aggraver le problème de départ. Enfin, au moins temporairement. En tout cas, ça peut. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, après, on peut se dire qu'il y avait des entreprises qui étaient des banques qui étaient moins exposées que d'autres, et ça c'est vrai aussi, et que on aurait dû en fait laisser le système s'arranger pour voir lesquels étaient les plus stables, et les plus stables auraient sans doute fini par les racheter les moins stables. En fait, c'est souvent comme ça que ça se passe au niveau d'ailleurs, bancaire. On a laissé faire faillite à Lehman Brothers, puisqu'aujourd'hui, c'est même devenu, c'est quasiment une expression. Est-ce que c'est le moment Lehman de telle ou telle crise? C'est-à-dire le moment où vraiment on s'est rendu compte que là, il y avait un géant qui pouvait tomber, qui pouvait faire faillite. Donc la banque Lehman Brothers a fermé, ses activités ont été vendues, là, comme ça, ventilées entre différents acquéreurs. Donc elle n'existe plus. Et alors, j'ai entendu des opinions contradictoires à ce sujet. Il y en a qui disent on aurait pu sauver Lehman, il aurait fallu sauver Lehman. Et d'autres qui disent on a fait un exemple avec Lehman, mais après il fallait aller sauver les autres. Alors oui, c'est un sujet très controversé. Et je ne sais pas s'il y a une bonne réponse, parce que moi, mon impression personnelle, c'est qu'effectivement, Lehman Brothers, c'était un bon cas d'étude, parce que c'était le plus petit des gros. Lehman Brothers. C'était pas Goldman Sachs. Ouais. Et donc on s'est dit tiens, on a donné des moyens, parce qu'il faut aussi bien le préciser, c'est-à-dire que c'est la première fois que depuis les années 30, on a la Fed a ouvert en fait ses liquidités aux banques d'investissement, parce qu'en général, une banque d'investissement n'a a priori pas accès aux liquidités de la Banque centrale. Oui. Donc ça, ils l'ont fait en mars 2008. En mars 2008, lorsque Bear Stearns fait défaut, et donc du coup est racheté par JP Morgan. Alors elle était encore plus petite, c'était la plus petite de toutes, c'était la 5e, puisque c'était le club des 5 à l'époque des grandes banques d'investissement. On a dit il faut assister, faut faire en sorte que les banques d'investissement ça se transforme pas en carnage, donc on va leur ouvrir le fameux discount window comme aux autres banques commerciales.
D'accord. Et donc, en effet, à la fin de l'été, quand Lehman Brothers était encore en difficulté, on a dit, bon, ça fait plusieurs mois qu'on a laissé cette fenêtre de liquidité ouverte. Lehman Brothers aurait dû faire le ménage. Ah, en fait, on leur avait laissé le temps quand même de s'amender en quelque septembre, sorte. mars-septembre. Non, mais j'avais pas cette chronologie précise en tête. Ouais. Et l'idée, alors, voilà, ça c'est la version non complotiste, c'était de dire, bah, après tout, on vous a laissé quelques mois, vous n'avez rien fait, donc on vous sanctionne. Voilà. Ouais. Donc sur le papier, c'est pas une mauvaise idée. La Banque d'Angleterre a fait pareil, même pire avec la Northern Rock Bank, qui a eu beaucoup moins d'impact parce que c'est pareil, c'était un acteur très particulier. C'était une ex-banque qu'on appelait la Building Societies, qui étaient les fameuses institutions qui prêtaient sur le marché immobilier. C'était une spécialiste, mais dont la stratégie était très risquée par rapport à l'ensemble de ses pairs. C'est-à-dire qu'elle avait une stratégie très marquée différente, et ils l'ont laissé tomber à ce titre-là en disant bah non, là je suis désolé, ça fait quand même plusieurs mois qu'on vous dit qu'il faut mettre vos affaires en ordre. Vous l'avez pas fait, donc nous on vous assistera pas. Donc eux ils ont pas du tout, ils ont même interdit qu'elle soit rachetée par un autre acteur privé et ils l'ont nationalisée. Donc ça a été un peu un traitement différent et ça n'a pas du tout eu les mêmes répercussions parce que la différence c'est que Lehman Brothers était un acteur, c'était pas une banque en tant que banque, c'était une banque d'investissement. Et donc elle, le problème c'est qu'elle était très présente sur beaucoup de marchés de gré à gré et qu'elle avait donc plein de contreparties dont on avait mal évalué ses expositions à d'autres contreparties, et donc on a mal évalué en fait les effets collatéraux du fait qu'on allait lui faire faillite. Et je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, si on avait le même scénario, la même décision serait prise. Donc en fait, peut-être qu'on aurait sauvé Lehman si on avait mesuré l'ampleur et c'est surtout que j'ai l'impression que le message qui est donné au marché, c'est qu'en fait, les autorités ont regretté leur décision. Oui, ça voilà. Et là, par contre, il n'y a rien de pire. Parce que ça veut dire que la leçon qu'on a voulu donner en disant, bon, écoutez, là, il faut. On a regretté d'avoir donné la leçon. Voilà. C'est fou, et donc, c'est pas terrible, quoi. Ensuite, donc, les banques centrales répondent à cette crise de liquidité, donc tout le monde est sauvé. Et alors, à partir de ce moment-là, est-ce qu'on fait les réformes qu'il faut? Comment est-ce qu'on répond aux questions fondamentales qui ont causé ce problème? Et notamment, il y a une question dont on n'a pas parlé, qui était peut-être le ratio de réserve obligatoire des banques, le fait qu'elles utilisent plus ou moins l'effet de levier sur les marchés. Alors, il y a plusieurs choses. Donc, il y a eu une défaite aussi, effectivement, de la réglementation bancaire, parce qu'il faut quand même bien savoir qu'en 2007, la fameuse réglementation de Bâle était là. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait, les banques étaient, soi-disant, devaient avoir des fonds propres suffisants pour résister à des mouvements de crise. On était dans une phase relativement élaborée de cette réglementation qui, sur le papier, semblait avoir, toutes les banques sur le papier en tout cas, étaient au-dessus des ratios demandés. Sauf que, on s'est aperçu que finalement, ça suffisait pas. Donc voilà. Donc pour des tas de raisons d'ailleurs, parce qu'en fait, lorsqu'on a mis en place cette réglementation, on a donc dit, ce qui était pas une idée stupide, que des banques devaient avoir des fonds propres en lien avec le niveau d'exposition au risque de leur activité. Donc ça, jusque-là, tout va bien. N'importe quelle entreprise, je pense, a ça en tête. On fixe le niveau en question, quoi. Et tout est une question de niveau. Et puis, le second problème, c'est qu'on est donc sur de l'évaluation des risques d'activité bancaire, où, à nouveau, on se retrouve avec un régulateur qui doit comprendre quel est le vrai risque des activités bancaires. Et là, on se retrouve à nouveau avec des problèmes d'asymétrie d'information. En fait, le régulateur devrait être quasiment meilleur que le banquier pour pouvoir réguler le banquier, quoi. Voilà. C'est ça qui est assez et c'est la limite du modèle, en fait. Alors, pour les réserves obligatoires, là, en fait, c'est pas tellement, je dirais, c'est même pas tellement ça le problème, parce que les réserves obligatoires, aujourd'hui, dans les pays où elles ont survécu, c'est une survivance d'un instrument qui ne sert plus à rien. Par contre, c'est aux banques, effectivement, d'aller gérer leur liquidité pour être suffisamment liquides, et c'est ce qu'elles font en général. Pourquoi est-ce que ça sert plus à rien, cette histoire de réserve obligatoire? Les réserves obligatoires, elles avaient du sens, en fait, tant que la banque centrale gérait en fait la politique monétaire dans un système où il n'y avait pas de marché interbancaire très développé ni de marché monétaire très développé. Parce que la liquidité, on peut l'acquérir autrement qu'à travers le refinancement auprès de la banque centrale.
En fait, ça vient en fait de l'époque où on a mis un frein à l'inflation. Lorsqu'on a restreint, quand on a fait des politiques monétaires extrêmement restrictives dans les années 80, un moyen de ne pas étrangler les banques sans que les banques centrales aient à trop émettre de monnaie, c'était de permettre aux banques de pouvoir obtenir des liquidités sur le marché. Et donc se soutenir les unes les autres, c'était une manière en développant tout le marché interbancaire, l'overnight, tout ce qui est repo. En fait, on permettait un poumon de respiration qui évitait la banque centrale dans le circuit de refinancement. Donc, en fait, on est passé d'une politique monétaire de type basée sur effectivement les réserves obligatoires, comme donc très contrôleur en fait, très. Oui, en fait, c'était beaucoup plus direct donc à l'époque. Voilà. Et on est passé à une politique monétaire qu'on appelle effectivement de marché ouvert, d'open market. Peut-être pour ça, alors qu'on a mal mesuré ensuite la croissance de la masse monétaire ou ses conséquences, c'est justement parce qu'on n'était plus dans le même logiciel de façon que 30 ans auparavant. Quoi. Et ça, c'est aussi important. Et je pense que c'est sous-estimé quand on explique aussi les systèmes bancaires et monétaires. En fait, et même aujourd'hui, la Chine, c'est même plus tout à fait le cas. Mais à part la Chine, dans les décennies ils ont commencé à faire de l'open market dans les années 2010-12, je dirais, en Chine, avec plus ou moins de succès. Mais c'était le dernier grand pays où il y avait encore une politique de réserve obligatoire. C'est-à-dire que quand les banques ont restreigné la politique monétaire, les taux de réserve obligatoire allaient jusqu'à 20-25%. D'accord. Donc là, aujourd'hui, on a quand même des seuils, mais c'est pour le symbole. Oui, exactement. Alors, en France, il faut savoir que les réserves obligatoires ont été enlevées lorsqu'on a ouvert le système français dans les années 90, jusqu'à l'adoption de l'euro, parce qu'en fait, l'Allemagne tenait au maintien des réserves obligatoires. D'accord. Mais il y a plein de pays où elles n'existent plus, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, l'Australie, voilà. Il y a plein de pays où les réserves obligatoires n'existent pas parce que elles n'ont plus de fonction dans un système où on demande aux banques de gérer leur liquidité via les marchés interbancaires et le marché monétaire. D'accord. En fait. Et alors, aujourd'hui, est-ce que les réglementations portent plus sur la quantité d'actifs par rapport Oui, donc aujourd'hui, on a réinterprété les réserves obligatoires pour les rendre cohérentes avec le système de financement. Ouais. Et on appelle ça donc le ratio de liquidité. C'est ce qui a été adopté avec BAL 3, où en fait, on a réintroduit un contrôle sur le niveau de liquidité des banques sur un mois. En fait, d'accord, donc du type, si là, je simplifie à l'extrême, mais pour ceux qui s'y connaîtraient pas en finance, ça veut dire vraiment, si tout d'un coup, je dois tout vendre parce que c'est la panique bancaire ou je sais pas quoi, combien est-ce que je peux retirer là tout de suite? Voilà, donc en fait, le ratio de liquidité, il impose aux banques d'avoir un mois de liquidité, c'est-à-dire un mois pour faire face au retrait inhabituel de ces déposants, puisque en général, ces taux sont calculés sur des scénarios de risque. Ouais. Donc, et le scénario de risque qui est retenu dans ce calcul, c'est celui de la crise de 2007. Ce qui n'est pas une très bonne idée, puisqu'en fait, en général, on sous-estime toujours la crise d'après. On rejoue toujours la guerre précédente. Oui, il y a un département, alors je sais pas s'il existe toujours, mais je suppose que oui, à la Banque fédérale de New York, qui est spécialisée dans la gestion des scénarios catastrophes, et qui se disait qu'en fait, il vaudrait mieux qu'ils aillent embaucher des scénaristes de films catastrophiques pour essayer d'avoir ce que nous, on est incapable en fait de prévoir, parce qu'on a tendance à répliquer ce qu'on a connu, et non pas de sortir du cadre. Mais c'est intéressant. J'ai connu des cas d'ailleurs, comme les jeux de guerre ou les trucs comme ça. Oui, complètement. Et ça, c'est effectivement une grande question, parce que dans le modèle, par exemple, de régulation bancaire aujourd'hui, beaucoup des scénarios catastrophes qu'on utilise pour essayer de tester le système, pour voir s'il va résister, eh bien malheureusement, sont toujours des scénarios finalement qui ont existé. Donc c'est pas des scénarios catastrophes au sens de je vais gérer un événement que je n'avais pas prévu, ce qui est souvent l'origine d'une crise en fait. C'est parce qu'on n'a pas prévu. On se prépare juste à pouvoir résister à un choc similaire au précédent. Exactement. Donc là, mais l'état des règles actuellement, parce qu'on entend toujours parler des stress tests dans les banques européennes
européenne ou quoi, où on fait des sortes de simulations de panique bancaire et compagnie. Justement, pour toi qui connaissez mieux les rouages de ce système-là, est-ce que les critères retenus semblent suffisants par rapport, par exemple, à la crise qu'on semble être en train d'aborder, avec l'inflation qui augmente, mais les dettes qui sont très élevées, les perspectives de stabilité géopolitique qui sont pas terribles, etc. Ils font de leur mieux, c'est-à-dire que dans les scénarios qu'ils ont utilisés, c'est ce qu'ils prennent en compte. Ouais. Bon, maintenant, il faut être très clair. Pour que des banques résistent à des scénarios catastrophes, effectivement, il faut, en moyenne, lorsqu'on regarde les crises, il faut que les banques aient entre 20 et 30% de fonds propres, en fait. Oui. C'est ce que coûte une crise en général. Ouais. Aujourd'hui, les banques sont a priori au-dessus des 16%, même souvent, autour des 15%, voilà. Donc, largement au-dessus des minimums, même si tout ça, c'est toujours un peu délicat parce que... Attends, je suis pas sûr d'avoir suivi. Tu parlais de 20 à 30% de fonds propres. Oui. Et là, tu as dit ils sont au-dessus des 16%. Oui, c'est-à-dire que aujourd'hui, la réglementation pour les établissements les plus systémiques, donc elle se situe entre, allez, on va dire 13-14%. C'est la limite minimum. Mais en réalité, en fait, la limite est mal conçue. Si tu nous dis que en réalité, une banque devrait avoir 20 à 30% pour vraiment faire face. Exactement, de facto, elle a besoin de 20 ou 30. Donc, c'est pour ça que ce qui a été parallèlement mis en place, c'est de dire, on va s'assurer que les banques ont une capacité à transformer certaines dettes en fonds propres. Pour que le jour où la crise se matérialise, on ait ces aides supplémentaires qui viennent. D'accord, donc certaines dettes en fonds propres. Oui, c'est-à-dire plus concrètement. Ça s'appelle, c'est une nouvelle catégorie qui a été avec plus ou moins de succès, qui a été lancée en 2013, qui s'appelle les CoCo Bonds, les Contingent Convertible Bonds. Oh, mais moi, je me méfie toujours de ces terminologies un peu nouvelles. Ça me fait penser justement à toutes ces merveilleuses inventions de Synthetic CDOs ou trucs comme ça de 2007-2008. Donc, ça sent pas bon a priori. Et c'est surtout que les quelques cas où ça a été éprouvé, c'est pas tout à fait probant. Donc l'idée, elle n'est pas stupide en soi. De toute façon, les idées sont jamais stupides. C'est de dire, on va avoir des instruments de dette qui vont se comporter sous certaines conditions, qui vont se transformer en fait en actions. Donc ça ressemble aux actions convertibles, mais au lieu d'avoir une date précise, c'est conditionné à un événement. D'accord. Voilà. Donc, admettons, si la banque machin truc peut pas me rembourser, au lieu de faire défaut, en fait, elle me donne une action. Voilà, c'est ça. Donc un truc qui ressemble à une action. Voilà. Elle a un seuil donc à partir duquel c'est transformé. Donc là, les seuils, c'est en général quand on descend dans les niveaux de fonds propres durs, ce qu'on appelle durs, et le seuil, il est soit à 7%, soit à 5%. D'accord. Donc, dès lors où cet événement arrive, le détenteur de ce nouveau type d'obligation, eh bien, la verra se transformer en action. Voilà. Donc, il deviendra actionnaire plutôt que créancier. Mais il sera actionnaire d'un truc qui peut pas rembourser ses dettes, quoi. En tout cas. Je sais pas. Donc ça, ce serait un bon signal, par exemple, pour essayer de détecter si on arrive dans une crise un peu plus dure. Voilà. Ce serait de voir s'il y a des déclenchements de. Exactement. Si on voit qu'en fait il y a des tensions sur ces marchés-là, ça voudrait indiquer qu'éventuellement on a des futurs. C'est un autre moyen aussi de collecter de l'information sur des potentiels risques. Voilà. Et là, on en est où à peu près sur le. Alors c'est mitigé. Il y a eu une grande envolée comme d'habitude au début. Tout le monde était très enthousiaste. Alors, on a eu quand même des avocats qui ont commencé à dire, vous savez, service juridique, c'est compliqué de requalifier une obligation en action. Les conditions dépendent de certaines circonstances. On peut venir aller argumenter que la circonstance. Le cas normal où ça aurait dû se déclencher, ça s'est produit là récemment ? Oui, avec la Deutsche Bank. En fait, ça a été un cas d'école. Ah oui, d'accord. Ça a été un cas. Parce qu'on a entendu qu'elle était en difficulté, mais je crois que c'était 2016, il me semble. Ça fait quelques années qu'ils sont. Oui. En tout cas, il me semble que c'était 2016 où donc on a eu toute la phase 2012-2016 où on a eu des émissions de CoCo Bonds. Alors là, on ne savait plus à qui les émettre. Ouais. D'autant plus que comme ces CoCo Bonds ont des maturités de 5 à 7 ans, finalement, celui qui achetait le CoCo Bond en 2012
c'est 2011 son lancement, je crois. Finalement, il prenait pas beaucoup de risques parce qu'on venait d'avoir la très grosse crise, donc la probabilité que dans les 5 années suivantes, il s'en reproduise une, c'est pas très élevé. Donc il y en a qui sont allés sur ces produits-là parce qu'en plus ils étaient rémunérés de façon plus élevée, alors que les taux d'intérêt du marché n'étaient pas très élevés. Donc on a eu tout un engouement comme ça vis-à-vis des CocoBank, jusqu'à ce qu'on ait un cas d'application qui était la Deutsche Bank, où effectivement les détenteurs de CocoBank sont allés contester la réalisation de leur CocoBank au motif que les circonstances n'étaient pas tout à fait celles. Enfin, en tout cas, elles pouvaient être interprétées. Notamment, savoir pourquoi on est allé au trigger de 5 ou de 7. Oui, bien sûr. Faute managériale, pas managériale, enfin voilà. Oui, je comprends. Donc, et ça, moi, je me rappelle avoir entendu des conférenciers, des juristes mettre le point, enfin, soulever ce point avant le cas Deutsche Bank en disant, vous savez, le sur moment le papier, venu, ce sera pas si clair. Exactement. Ça a l'air très, très simple sur le papier. Voilà. Vous êtes un détenteur d'obligation qui va convertir, mais que nenni, c'est beaucoup plus compliqué que ça au niveau du droit. Bon, en tout cas, ceux que j'avais entendus n'avaient pas tort puisque il y a eu des démêlés par rapport au cas Deutsche Bank où en fait, ça a été plus compliqué que ça de transformer les obligations en actions. D'accord. Dernière question, même si, comme toujours, on va pas commencer de faire le tour du sujet, mais enfin, une des choses qui m'inquiète un peu, mais c'est une réflexion peut-être un peu personnelle, c'est la question de la valorisation des bons du Trésor, puisque finalement, j'ai l'impression que les réglementations ces dernières années ont eu tendance à dire, pour sécuriser les institutions financières, il faut qu'elles détiennent des actifs sûrs. Et quel est l'actif le plus sûr ? Ce sont nos dettes. Nous, les États, on rembourse toujours. Est-ce que ça n'a pas tendance justement à fausser le prix ? Complètement. Et ce qui fait que si on se rend compte qu'un État fait défaut, tout d'un coup, le prix des trésoreries pourrait s'effondrer. Donc, enfin, techniquement, c'est-à-dire les rendements augmentent, mais enfin, bon, le vocabulaire est pas forcément intuitif pour tout le monde. Mais enfin, en gros, les obligations d'État ne valent plus grand-chose, ce qui veut dire que tout d'un coup, les montagnes d'obligations, donc d'obligations souveraines qui sont dans les actifs, se réduisent à pas grand-chose. Et là, tout d'un coup, les banques se retrouvent en slip, quoi. Oui, tout à fait. Ça, c'est un des grands risques de ce système qui est bâti sur l'utilisation de collatéral. Mais là, on le retrouve vraiment partout, y compris dans les crises actuelles sur des marchés innovants. Le problème, c'est que la financiarisation de l'économie a conduit en fait à la surutilisation de collatéral. Donc, en effet, c'est tout à fait juste. Je l'ai répété de nombreuses fois. En fait, aujourd'hui, c'est pas très étonnant que les titres d'État soient demandés puisqu'ils soient valorisés très positivement puisqu'ils sont dans plein de réglementations. Une obligation. En fait, on doit les détenir. Nathalie Janson, on arrive proche du terme de cet entretien. Donc, en dehors des treasury markets, est-ce qu'il y a d'autres signaux à surveiller parce que si on se revoit dans quelques mois pour parler d'une crise financière éventuellement, qu'est-ce qu'on devrait surveiller dans l'actualité pour voir si les choses tournent mal ou pas ? Ce qu'il faudra surveiller, c'est effectivement ce qui va se passer sur le front des banques centrales, notamment voir si elles vont vraiment passer à l'action et réduire leur bilan, puisqu'en fait, cette réduction du bilan pourrait en effet peser sur les taux. Et là, on pourrait effectivement avoir... oui, c'est-à-dire en fait, ce sont deux versants d'une même action, le fait d'augmenter les taux d'intérêt directeurs ou de se décharger d'actifs qu'on a sur le bilan. C'est bien ça qui est problématique, c'est que ces deux actions concomitantes, alors les États-Unis ont quand même commencé, eux, à réduire un peu la taille du bilan parce qu'ils ont vendu, ils ne réinvestissent plus complètement. Oui, ce qui fait que mécaniquement, les trucs qui arrivent à échéance disparaissent mais et ils en rachètent moins. Si toutes les banques centrales font pareil, forcément, on va tous avoir des augmentations de taux. Et là, en effet, on pourrait, c'est ce que craignent beaucoup, c'est-à-dire le fameux crack obligataire. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez... L'augmentation des taux trop forte, trop rapide. Trop forte, trop rapide, eh bien, il y a finalement des entreprises qui ne pourront pas faire face à leurs dettes. Et là, effectivement, on va voir quels sont les projets les moins solides risquent de se retrouver en défaut. Et c'est, en fait, c'est ce qui est craint, en fait, par cette politique, la politique qui arrive. Tout à fait. L'alternative, ce serait de laisser filer l'inflation. Donc, est-ce qu'il y a un sentier qu'on appelle ça un chemin de crête à trouver entre les deux? Est-ce que c'est possible? Alors ça, c'est une question effectivement pas facile, laquelle il est pas facile de répondre parce que je pense que si les banques en fait renoncent à continuer, les banques centrales renoncent à
à réduire la taille de leur bilan, ce qu'il est possible qu'elles décident de faire face à une volatilité trop grande des marchés. On va se retrouver à nouveau dans une situation où finalement on va pas réduire la taille du bilan. On va pas forcément c'est directement inflationniste la taille du bilan. Elle sera pas directement parce que ça dépend en fait. Vous voyez bien que on a entretenu des liquidités pendant plein d'années. Oui, sans que depuis 2008, on a inondé les marchés d'argent. Et on voit bien qu'en fait l'inflation traditionnelle, c'est-à-dire quand on l'a vu ressurgir à travers les prix à la consommation, c'était à la faveur de goulots d'étranglement. Oui, qui ont bon dos. Voilà. Si les goulots d'étranglement se résorbent, il n'est pas à exclure qu'on revienne dans le système d'avant, c'est-à-dire où on continue à faire grossir les bilans, et tant que l'inflation est à peu près sous contrôle, enfin en tout cas qu'elle augmente suffisamment doucement pour que les gens n'aient pas trop mal. Voilà, et bien en fait on va continuer, et donc là c'est effectivement le fameux scénario de zombification de l'économie, c'est-à-dire où il y a un côté pervers où on va maintenir en fait cette monétisation de la dette publique, puisque c'est ça en fait, en d'autres termes, mais c'est une version moderne. Mais alors quelle est la limite à l'augmentation de la taille du bilan ? Pourquoi est-ce que les banquiers centraux seraient obligés de réduire leur bilan si finalement c'est pas forcément inflationniste ? Eh bien, c'est justement ce que certains demandent. Donc, il n'est pas à exclure que dans ce monde ouvert dans lequel on vit, on peut entretenir... D'un point de vue théorique, quelle serait la limite dure à ça ? La limite dure, il n'y en a pas, puisque si la valorisation continue et que les dettes sont achetées, il n'y a pas de raison que le château donc ça peut continuer encore longtemps, finalement. Oui, tout à fait. Donc la blague peut encore durer si les banques centrales ne renoncent à une partie, en tout cas, de leur resserrement monétaire. Oui, ça peut durer longtemps, puisque de toute façon, on l'a vu avant, ça a quand même duré longtemps. Enfin, je veux dire, il s'est rien passé de très grave. Et le seul truc grave qui peut se passer, c'est qu'en effet, c'est ces fameux théories de la zombification, où en fait, on va vers une croissance molle. D'accord. Parce qu'en fait, on va entretenir des acteurs qui ne devraient pas être là et qui vont priver de financement ceux qui devraient les avoir. Et voilà. Donc, d'accord. C'était une perspective que j'avais pas encore vue. Le fait que ça puisse durer de cette manière-là. Oui, parce que on voit bien que l'inflation, elle ne se manifeste que quand il y a des situations où le pays en question se retire, en fait, se recroqueville. Or, voilà, on a eu la phase Covid, maintenant on l'a plus beaucoup. Il est fort probable qu'on se recroqueville moins dans les années. Oui, qu'on se démondialise moins que ce qu'on prévoyait au départ déjà. Et vous voyez bien on voit bien que les pays où ça se passe très mal, c'est parce qu'ils sont beaucoup plus fermés que nos zones à nous, comme le Venezuela, comme le Zimbabwe ou mais eux, ça fait déjà depuis 10 ans, 15 ans qu'ils sont. Donc effectivement, dans des économies ouvertes, on voit que l'inflation est beaucoup plus pernicieuse qu'elle ne l'était avant, puisqu'en fait, elle s'identifie moins facilement. Et on a un mal fou à le faire comprendre. Enfin, moi, je sais que je suis souvent, sans doute, la risée des autres économistes avec lesquels je discute, parce que dès que j'essaye d'attaquer sur le sujet de l'inflation, et là, même quand elle est pas là. Mais quelle inflation! Mais quelle inflation! Où là, on me dit souvent, mais elle est importée, l'inflation en Europe. Donc, quand on voit la taille des bilans de la Banque centrale, on est là, ah bon, vous êtes vraiment sûr qu'elle est importée? Ben voilà. Donc, en fait, on mélange. On mélange le thermomètre, le fait que on voit la température avec le fait qu'on a bien de la fièvre, quoi. C'est même si le thermomètre on peut avoir de la fièvre et qu'on ne mesure pas tout à fait. Oui, c'est-à-dire si le thermomètre est mal conçu à la base, ce qui est le cas, je pense, pour l'inflation. La mesure de l'inflation n'est pas correcte. En fait, elle est partielle. Elle est sur les produits finaux. Or, aujourd'hui, la financiarisation de l'économie a fait que les canaux ont changé. Et ça c'est pas du tout, c'est très, très mal pris en compte par le cadre théorique. En macro, c'est pas du tout pris en compte. Oui, c'est ce qui me semble aussi. Non, pas du tout. Le prix des actifs n'est pas incorporé, par exemple. Jamais. Oui, c'est ça. C'est parce que je veux dire, ok, le coût de la vie augmente pas, mais par contre, vous pouvez pas acheter un appartement si vous n'êtes pas riche à millions, ou vous n'êtes pas de fonctionnaire en fin de carrière. Et c'est ça qui est très perturbant dans ce système. C'est qu'en fait, il y a bien un effet pernicieux, mais et donc en plus vraiment quand les choses iront très mal, qu'on voudra éventuellement le reconnaître. Oui, et en plus on achète la paix sociale beaucoup plus facilement. Enfin, il y a plein d'avantages à ce système. Donc à mon avis, il est pas prêt de s'arrêter. D'accord. Bon, très bien. Merci beaucoup pour ces perspectives pas forcément gaies mais intéressantes. J'espère qu'on pourra se revoir dans les mois ou années qui viennent pour en reparler en fonction des derniers développements. Avec grand plaisir. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Félicitations pour vous être accrochés jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire si vous aimeriez un nouvel épisode avec Nathalie Janson sur un angle en particulier ou sur une autre question.
ou encore si vous aimeriez d'autres épisodes sur la crise de 2008, peut-être abordés sous d'autres angles. Je vous ai fait une sélection d'articles de Nathalie Janson et quelques ressources complémentaires que vous pouvez retrouver comme d'habitude en description de l'épisode sur votre plateforme de podcast, sur YouTube ou partout ailleurs. La meilleure manière d'aider l'émission, c'est toujours de la partager sur les différents canaux que vous utilisez. Et quoi qu'il arrive, je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt.